Je suis assise dans mon studio. La console de mixage est plongée dans l'obscurité, à l'exception de la lueur verte des moniteurs. Mon téléphone vibre sur le bureau. Un son sec contre le bois. C'est une alerte du portail juridique de ma banque. Un contrat de prêt attend ma validation. Mes parents biologiques, Sylvie et Marc, exigent que je me porte caution solidaire, 16 ans après avoir divisé ma fratrie comme on partage des actifs. Mes parents reviennent. Non pas pour des excuses, mais pour ma signature. Ils ne connaissent pas la fille qu'ils ont abandonnée à l'État. L'État, Aloï, comprend les contrats bien mieux qu'ils ne le feront jamais. Ce soir, je suis enfin prête à dire non. Avez-vous déjà été celui qu'on laisse de côté? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Et j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. J'avais 15 ans. J'étais assise par terre dans ma chambre, le dos pressé contre le bois, essayant de devenir invisible. Sur mes genoux, je tenais un petit lecteur de cassettes. Bon marché. J'écoutais une vieille bande. Le volume était si bas que je devais écraser le casque en mousse contre mon oreille. C'était un enregistrement de moi et de mon frère. Léo, il avait 10 ans. J'essayais de lui apprendre un accord de guitare. On pouvait entendre sa voix haute et claire. Il s'énervait, puis riait. « Non, tu t'y prends mal », disait-il, et je riais en retour. Puis nous essayions de chanter une berceuse ensemble. Sa voix était pure, et la mienne était. Eh bien, c'était du Manon. C'était maladroit et amateur. Mais c'était à nous. C'était le seul enregistrement que j'avais de nous deux. Juste nous deux. Je gardais mon doigt sur le bouton pause. Mon pouce, frottant le petit poing en plastique surélevé, j'essayais d'utiliser le son de nos voix pour couvrir l'autre son, celui qui venait du rez-de-chaussée. Les cris avaient cessé il y a environ 1 heure. Les cris m'étaient familiers, presque réconfortants. Ce n'était que du bruit, mais le silence qui suivait était terrifiant. C'était le silence calme et lourd de la finalité. C'était le son de la division. Puis, à travers le plancher, j'ai entendu les voix, plus en colère cette fois, mais calmes, mesurées, comme 2 comptables se partageant le mobilier de bureau. Je prends Chloé. C'était ma mère. Sylvie, sa voix était tranchante, décisive. Chloé était ma sœur. Elle avait 12 ans. C'était la facile. Laoyoli. Il y eut une pause. J'entendis le raclement d'une chaise sur le carrelage de la cuisine. D'accord. Mon père. Marc. Sa voix était rugueuse, enrobée d'épuisement. Léo reste avec moi. Léo. Mon frère sur la cassette. Il avait 10 ans. Il était déjà habile de ses mains. Déjà utile. J'ai retenu mon souffle. Ma main s'est figée sur le lecteur de cassette. J'ai attendu. J'ai juste attendu. J'attendais mon nom. Manon. J'attendais que l'un d'eux dise. Et pour. Le silence s'étira. Il devint si fin que j'eus l'impression qu'il allait claquer. Je pouvais entendre le réfrigérateur ronronner en bas. Je pouvais sentir l'odeur métallique des vieux câblages dans mes murs. J'ai attendu si longtemps que le silence lui-même est devenu la réponse. J'étais la ligne laissée en blanc. J'étais la pièce qui ne rentrait dans aucun des 2 jeux. J'étais le problème que personne ne voulait résoudre. La réalisation ne m'a pas frappée comme une vague. C'était froid, comme de l'eau glacée, injectée dans mes veines. Je n'étais pas un atout pour lequel on se battait. J'étais un reste. J'ai baissé les yeux vers le lecteur de cassette. Ma main tremblait. J'ai appuyé sur le bouton éjecter. La petite porte s'est ouverte, et j'ai sorti la cassette. Ce simple objet en plastique noir, le son de nos voix piégées sur un fin ruban brun. C'était le moment où ma vie s'est scindée en 2, le moment où j'ai été laissée pour compte. Le tribunal pour enfants n'était pas un endroit pour les enfants. C'était un endroit pour les dossiers. La pièce sentait le vieux papier et le détergent industriel qu'ils utilisaient pour essayer de récurer la misère. Les néons bourdonnaient, projetant une lueur jaune maladive sur les bancs en bois sombre. Je n'étais pas Manon. J'étais le dossier 749B. Une juge. Une femme qui semblait ne pas avoir souri depuis une décennie. Lisait un dossier. Mon dossier? Elle ne m'a pas regardée, en attente de placement. Dit-elle. Sa voix était monotone. La garde temporaire est confiée à l'État. Mon assistante sociale. Julie. Une femme, aux yeux gentils, mais fatiguée.
posa une main sur mon épaule. Il est temps d'y aller. Manon. Je me suis levée. J'avais l'impression que mes jambes étaient remplies de sable. J'ai cherché ma mère. Mon père, il n'était pas là. Ils avaient déjà signé les papiers. Ils étaient déjà partis, alors que je suivais Julie dans le couloir. La bretelle de mon sac à dos, celle qui tenait mon lecteur de cassette, s'accrocha à la coudoir du banc. Je fus tirée en arrière une seconde. Il y eut un bruit sec. Terrible. J'ai baissé les yeux. Le lecteur était tombé. La petite porte était ouverte. La cassette, ma cassette avec la voix de Léo, était toujours à l'intérieur. Mais le ruban magnétique brun, la partie qui contenait le son, s'était accroché à la charnière métallique et avait cassé. Une longue boucle emmêlée en avait été arrachée, froissée et brisée. Tout le son, tous les rires n'étaient plus qu'un morceau de plastique inutile sur un sol sale. Julie la décrocha doucement. « Oh, ma chérie », murmura-t-elle. Elle essaya de rembobiner. Mais c'était trop tard. La coupure était nette. Elle me tendit la cassette brisée et je la gardais simplement dans ma paume. Le symbole de mon passé. Fracassé, mon premier placement fut une maison tenue par une femme nommée Madame Solange. Ce n'était pas un foyer. C'était un musée du silence. La maison de Solange était stérile. Les moquettes étaient d'un beige pâle et immaculé. Les murs étaient blancs. Il n'y avait aucune photo. L'air sentait l'eau de javel et les lingettes inodores pour sèche-linge. « Nous avons des règles ici », dit Solange le premier jour, sa voix n'étant qu'un murmure sec, comme si elle-même avait peur de faire trop de bruit. Nous croyons en la contemplation silencieuse. La règle principale était affichée sur le réfrigérateur, juste au-dessus d'un tableau décorvé. Pas de bruit fort, pas de perturbation. Ma cassette cassée, que je gardais dans ma poche, me semblait être une bombe. Le seul morceau de son qu'il me restait était illégal dans cette maison. On m'a donné un lit dans une petite chambre que je partageais avec 2 autres filles qui avaient aussi appris à se taire. Nous nous déplacions comme des fantômes. Nous chuchotions. Nous avions appris à poser nos pieds talons puis orteils pour faire moins grincer le parquet. Nous avions appris à fermer les portes en tournant la poignée, en enclenchant doucement le loquet. Puis en relâchant, le silence était le but. C'était une couverture lourde et oppressante. Ce n'était pas paisible. C'était le silence de gens terrifiés à l'idée de prendre de la place. Je m'asseyais sur mon lit en tenant la cassette cassée, mes doigts traçant les extrémités brisées du ruban. J'étais un objet sans son. Vivant dans une maison sans son, j'étais le dossier 749B. J'étais invisible, et le silence en était la preuve. Je n'ai pas tenu longtemps chez Madame Solange. Le silence et les murs beiges commençaient à se confondre. Un jour, Julie était de retour, sa voiture attendant au bord du trottoir. « Ça ne correspondait pas », dit-elle, la voix neutre. Alors que je montais, elle ne s'excusa pas. C'était juste un fait logistique. Je t'emmène ailleurs. Nous avons conduit vers une autre partie de la ville. Un quartier où les maisons étaient plus vieilles, serrées les unes contre les autres et couvertes de fresques murales. Nous nous sommes arrêtés devant une large maison un peu délabrée. De la musique. Une ligne de basse forte et désordonnée s'échappait d'une fenêtre ouverte au premier étage. La porte d'entrée était peinte en violet vif. Un panneau y était cloué. Peinte à la main, le collectif sonore. Julie secoua la tête, mais elle souriait un peu. « C'est intense », me prévint-elle. « Mais ce n'est pas calme ». La porte fut ouverte par une femme avec un nuage de cheveux gris en bataille et une boucle d'oreille en forme de médiator. C'était Béatrice. Elle n'était que chaleur et mouvement, m'attirant dans une étreinte qui sentait le café et le patchouli. « Tu dois être Manon. On a une place pour toi. Samuel. » Elle est là. La maison était un chaos. Des instruments partout. Un étui de violon dans l'escalier. Un clavier sur la table de la salle à manger. Des gamins se disputaient, riaient et répétaient dans 3 pièces différentes. C'était l'endroit le plus bruyant où j'ai jamais été. C'était terrifiant. C'était merveilleux. « Qu'est-ce que tu as là ?» demanda Béatrice en montrant ma main. Je serrais la cassette cassée sans même m'en rendre compte. Le ruban brun dépassait, chésolant. Je l'aurais caché. Je l'ai tendu, m'attendant à ce qu'elle me la confisque, qu'elle me dise que c'était contre les règles. Béatrice a juste incliné la tête. «
Oh, c'est une coupure nette. C'est réparable. Elle regarda derrière moi. Sa voix tonnant. Samuel. Bien ici. Un homme émergea du sous-sol. Il était l'opposé de Béatrice. Il était grand, vêtu d'un t-shirt noir, et avait le visage le plus sérieux et le plus grincheux que j'ai jamais vu. C'était Samuel. C'était, comme je l'apprendrai plus tard, un ingénieur du son professionnel qui avait travaillé avec tout le monde dans les années 90. Quoi? Grommela-t-il. Elle a une cassette cassée, dit Béatrice, comme s'il s'agissait d'une présentation normale. Samuel me regarda, puis regarda la cassette dans ma main. Il laissa échapper un long soupir de lassitude. Il fit un signe de la tête. « Amène ça », dit-il. Et il retourna vers le sous-sol. Je l'ai suivi dans une pièce qui a changé ma vie. C'était un vrai studio. Les murs étaient couverts de mousse acoustique. Une énorme console de mixage trônait au centre. Mais sur un petit établi propre dans le coin se trouvait ce qu'il appelait sa station de réparation. J'ai tendu la cassette. Il ne l'a pas prise. « La première chose que tu apprends, » dit-il, sa voix étant un grondement sourd, « c'est que tu ne jettes jamais le master. Tout le reste est une copie. Ça, c'est ton master. Tu dois le respecter. » Il m'a montré comment tirer doucement plus de ruban. Il a pointé la rupture. « Tu ne répares pas ça avec du plastique bon marché. Tu le répares correctement. » Il sortit un petit rouleau de ce qui ressemblait à du papier d'aluminium. « Bande de montage, » dit-il. C'est professionnel. C'est précis. Il m'a montré comment poser les deux extrémités brisées du ruban magnétique parfaitement à plat, côte à côte. Sur un petit bloc métallique, tout ne les superpose espace, dit-il. Tu les fais se rejoindre exactement. Tu rends la coupure aussi propre que possible. Puis, avec la précision d'un chirurgien, il coupa un minuscule morceau parfait de l'adhésif argenté et le posa sur la jointure. Il appuya dessus. Il me montra comment rembobiner la bande dans la cassette. Le petit patch argenté brillant sous la lampe unique. Il mit la cassette dans un vieux lecteur sur son établi et appuya sur lecture. J'entendis le souffle. J'entendis mon propre rire. J'entendis la voix de Léo. « Non, tu t'y prends mal. » Le son était clair. Il n'avait pas sauté. La coupure était toujours là, mais le ruban argenté l'avait ponté. C'était plus fort. Samuel me regarda. « Ça, » dit-il. « Chest l'art du raccord. Maintenant tu sais comment faire. Ne la casse plus. » C'était le premier jour de ma nouvelle vie. Les années ont passé. Ma vie a été construite. Pas héritée. J'ai 31 ans. Je suis la fille adoptive de Béatrice et Samuel. Les deux personnes qui ne m'ont pas seulement donné un foyer, ils m'ont donné les outils pour construire le mien. J'ai pris ce que Samuel m'a appris, l'art du raccord. De guérir la cassure, et j'en ai fait une carrière. Je suis ingénieur du son professionnel. Mais mon vrai travail, l'œuvre de ma vie, est une association que j'ai fondée, appelée Histoire raccordée. Nous utilisons les ressources du collectif pour apprendre aux enfants placés, des enfants comme je l'étais, comment enregistrer, monter et mettre en musique leur propre vie, comment trouver leur propre voix dans le silence. J'étais enfin équilibrée. Le passé était une archive, une histoire que j'avais montée et rangée sur une étagère. Puis les fantômes sont revenus. La première fut ma mère. Sylvie, elle m'a trouvée en ligne. L'email était hésitant, plein de banalités. Je ne l'ai pas reconnue. Puis est venu l'appel. Sa voix était fluette, nerveuse. Elle en était à son 3e mari. Elle disait que c'était un homme qui traversait une mauvaise passe. La mauvaise passe. C'était des dettes de jeu. 80.000 euros. Il a juste besoin d'un nouveau départ. Avait-elle dit, sa voix devenant familière. Persuasive. La banque a juste besoin d'un co-signataire. Juste une signature pour ta mère. Je lui ai dit que je ferais examiner les termes par mon avocat. Le silence à l'autre bout du fil fut glacial. Quelques jours plus tard, mon père Marc est apparu. Il n'a pas appelé. Il s'est présenté au collectif à l'improviste, portant un costume qui essayait trop fort. Il sentait l'eau de Cologne bon marché et la fausse confiance. Il n'a pas demandé de mes nouvelles. Il n'a pas posé de questions sur ma vie. Il avait vu un article sur Histoire raccordée et les subventions que nous avions reçues. Il m'a fait un pitch. C'est le seul mot pour ça.
Il avait une nouvelle société d'événementiel. Il voulait s'associer. Il proposait que mon association sous-traite à son entreprise la gestion de toutes nos présentations communautaires. Il fit glisser un morceau de papier sur la table de la cuisine du collectif. J'ai lu la proposition. C'était un contrat frauduleux conçu pour lui permettre de siphonner 140 000 € de nos subventions dans sa poche sous forme de frais de consultation. C'est gagnant-gagnant, dit-il en souriant, comme si nous étions des étrangers, comme si nous ne l'étions pas. On garde l'argent dans la famille. 6 ans de silence, et ils sont tous les deux revenus la même semaine. Pas pour moi, mais pour ce que j'avais. Pas pour une fille, mais pour une caution. Pas pour des retrouvailles, mais pour un actif. Ce soir marquait le début de ma première installation audiovisuelle. C'était une pièce construite de zéro. Un paysage sonore tissé à partir de centaines de fragments audio réparés. Raccordés et remixés provenant des archives du collectif. C'était mon histoire racontée en son. Avant l'ouverture des portes, Samuel, mon père adoptif, l'ingénieur bourru qui m'avait appris à faire un raccord, m'aidait à vérifier les derniers niveaux. Il était silencieux. Mais je pouvais sentir sa fierté. C'était une chose tangible. Il tapota une photo que j'avais épinglée au mur. Une photo de Marc, datant des années 90, que j'avais trouvée en ligne. « Tu sais », dit-il, sa voix grondant doucement. Je le connaissais à l'époque. Je me suis tournée. Stupéfaite. « Quoi ? Oh. Ouais. Marc. Ton père biologique. » dit-il en testant les mots. C'était le guitariste le plus brillant que j'ai jamais vu. Absolument brillant. Il avait un contrat de disque sur la table. Et il a tout jeté. Il a laissé tomber son groupe. Sa carrière. Tout. Je n'ai jamais compris. Je n'ai jamais compris un homme qui pouvait simplement tourner le dos à son propre son. Il me regarda. Ses yeux vifs. Il me tapa sur l'épaule. Ton son est propre. Was-u. Montre-leur. Le spectacle fut flou. L'installation fut un succès. Les gens étaient émus. Ils pleuraient. Ils venaient vers moi, me saisissant les mains, me disant qu'ils l'avaient ressenti. Après les applaudissements, l'un des régisseurs de la salle, l'air stressé. « Me toucha les bras. Manon. Il y a des gens qui t'attendent dans la loge. Ils ont dit que c'était urgent. La chaleur du spectacle s'évanouit. Je savais qui c'était. Les demandes urgentes. Le prêt. Le contrat frauduleux. J'ai marché dans le couloir en béton, l'écho de mes propres pas résonnant trop fort. J'ai poussé la lourde porte. C'était un guet-apens. Une embuscade pathétique et désespérée. Sylvie et Marc étaient là. Ils n'étaient pas seuls. Ils avaient amené leur équipe. Sylvie avait un homme à l'air nerveux dans un costume bon marché. Sa mallette ouverte. Marc avait l'associé de sa fausse société d'événementiel. Ils essayaient de ressembler à une délégation professionnelle. Ils ressemblaient juste à des requins. « Manon », commença mon père, sa voix pleine de cette fausse confiance tonitruante. Beau spectacle, très artistique. Maintenant, nous devons juste finaliser cette paperasse. Ma mère poussa une pile de papier sur la table. Le contrat de prêt de 80 000 €. Marc fit glisser son contrat frauduleux de 140 000 € juste à côté. Un stylo était posé soigneusement au sommet. « Nous avons juste besoin de ta signature », dit Sylvie, sa voix étant une plainte tendue et exigeante. Sur les deux. Finissons-en. Je suis restée là à regarder les deux exigences. Deux parasites essayant de s'attacher à la vie que j'avais construite. Je n'ai rien dit. J'ai juste plongé la main dans mon sac. J'ai sorti la cassette. Celle que j'avais depuis mes 15 ans. Celle avec la voix de Léo. Celle qui avait cassé au tribunal. Celle que Samuel m'avait appris à réparer. Le ruban de montage argenté et brillant. L'adhésif professionnel qui pontait la cassure. Luisait sous les néons agressifs. Je l'ai tenu un instant, puis je l'ai placé directement sur leur contrat. Qu'est-ce que c'est ? Aboja Marc. Ça, dis-je. Ma voix calme, mais tranchante à travers la pièce. C'est ma réponse. Sylvie la fixa. Son visage, un masque de confiance fragile. C'est Brisa. Toute la performance. Tout le sentiment de Dieu vola en éclats. Non, murmura-t-elle, sa voix se brisant. Non, tu ne comprends pas. Tu dois le faire. Je.
Je l'ai fait pour toi. C'était la dernière excuse pathétique, celle qu'elle gardait en réserve. Je t'ai laissée parce que tu étais la forte. Pleura-t-elle, les larmes venant enfin. Chloé. Léo. Ils avaient besoin de moi. Ils étaient fragiles. Moi estoy. Tu as toujours été si dure. Tu étais forte. Je savais que tu t'en sortirais. Je l'ai juste regardé. J'ai senti la vieille eau glacée du tribunal. Ce vieux silence. Mais cette fois, ce n'était pas de la peur. C'était de la clarté. Forte. Répétai-je. J'ai failli rire. C'est le mot que tu utilises. La alibi. L'histoire que tu te racontes pour pouvoir dormir. Je m'avançai vers la table. Je n'étais pas forte. J'étais une enfant. Une enfant qui a appris à se taire. Une enfant qui a appris à être invisible pour ne pas être un problème. Je la pointai du doigt. Tu ne m'as pas laissée parce que j'étais forte. Tu m'as laissée parce qu'il était pratique de me laisser. Tu m'as accablée de ton choix. Ce n'est pas de la force. Il y a un mot pour ça. Ça s'appelle la parencification. C'est la maladie d'un parent qui force son enfant à être l'adulte. À porter le poids émotionnel qu'il ne peut pas porter. Tu ne m'as pas laissé pour me sauver. Tu m'as abandonné pour te sauver toi-même. Le silence dans la loge était lourd, brisé seulement par la respiration saccadée de ma mère. Mesmots. Tu m'as abandonné pour te sauver toi-même. Restait suspendu dans l'air. Une vérité finale. La porte s'ouvrit. Ce n'était pas un régisseur. C'était Léo, mon frère, le garçon de la berceuse. Maintenant, un homme que je connaissais à peine, avec les mêmes yeux que je voyais dans le miroir. Ma mère, Sylvie, émit un petit son plein d'espoir. Un halètement, comme si un nouvel acteur venait d'entrer en scène pour sauver sa pièce. Mon père Marc se redressa, une lueur de son ancienne confiance de vendeur revenant. Prêt à revendiquer son fils, Léo ne regarda aucun d'eux. Il passa devant la posture, désespérément accueillante de Marc. Il passa devant la main tendue de Sylvie. Il marcha droit vers moi et se tint à mes côtés. Épaule contre épaule. Il regarda nos parents biologiques et son visage disait simplement « C'est fini ». C'était ça. C'était l'échec et mat émotionnel final. Le seul morceau du passé qu'il pensait posséder encore venait de traverser la pièce pour se tenir avec le reste. Marc, le guitariste brillant qui avait tout jeté, se dégonfla simplement. Il vit son fils. Il me vit. Et il vit qu'il n'y avait plus rien à exploiter. Il saisit ses contrats frauduleux sur la table, ses mouvements saccadés et colériques, et sortit de la pièce. Il ne dit pas au revoir. Sylvie, la bouche ouverte, me regarda, puis Léo, puis de nouveau moi, comme cherchant un dernier bouton sur lequel appuyer. Une dernière ficelle à tirer. Il n'y en avait aucune. Juste deux adultes qui n'étaient plus ses enfants silencieux et pratiques. Elle se leva, ses mouvements raides et vieux, et le suivit dehors. La porte claqua, et le silence qui resta fut, pour la première fois. Paisible. Plus tard, j'étais seule dans mon studio. Les lumières étaient basses. Le ronronnement de l'équipement était le seul son. Mon son. Je tenais la cassette. Le plastique noir. L'étiquette manuscrite délavée. Et le petit morceau brillant de bande de montage argentée qui maintenait ensemble les deux extrémités brisées du ruban. La berciose. La cassure. La réparation. Je l'ai regardé longuement. Ce n'était plus une blessure. Ce n'était pas un fantôme. C'était un document. L'enregistrement master d'une vie. Je me suis tournée vers mon archive professionnelle. Les rangées d'étagères où je gardais mon travail. J'ai pris une nouvelle boîte d'archivage propre. J'ai placé la cassette à l'intérieur. J'ai imprimé une étiquette. Manon, master. J'ai glissé la boîte sur l'étagère, juste entre une symphonie restaurée et un paysage sonore moderne. C'était classé. La cassure était guérie. Le passé n'était plus une urgence. C'était juste une partie de la partition. On nous apprend que le sang est censé être inconditionnel, que la famille est un lien qu'on ne peut jamais rompre. Mais j'ai appris que certains liens ne sont pas faits d'amour. Ils sont faits de culpabilité. Ils sont faits d'obligation. Et s'accrocher à un lien toxique n'est pas de la loyauté. C'est juste accepter d'être empoisonné encore et encore. Choisir de lâcher prise. Choisir de dire ce non final n'est pas un acte de vengeance. Ce n'est pas de la haine.
C'est un acte de libération. C'est le moment où vous arrêtez de laisser leur histoire définir votre avenir. C'est le moment où vous lâchez enfin le sang qu'ils vous ont donné pour trouver la personne que vous étiez censé être.